ma critique sans spoiler de cette excellente première partie des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, séries, TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à faire sonner la petite cloche, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Je suis également présent sur les réseaux Facebook et TikTok. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça fait vivre la vidéo. Alors, mon avis général sur ce film, sur cette première partie. Déjà, il faut dire que rien qu'au niveau de la bande-annonce, j'étais vraiment convaincu. Elle était professionnelle, elle montrait des moyens quasi hollywoodiens, et pourtant on reste dans ce que le cinéma français a de plus qualitatif. Et donc ça fait très plaisir. Et ce qui est génial, personnellement ce que j'ai ressenti, c'est qu'une fois que vous avez vu le film, la bande-annonce n'était absolument pas un mensonge, c'était un véritable hors-d'œuvre. On se retrouve avec une adaptation qui est fidèle au chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, tout en y apportant sa patte. C'est-à-dire que le réalisateur et les scénaristes ont compris l'esprit du livre Les Trois Mousquetaires et y apportent complètement ce qui fait cette spécificité de ce film-là. On le verra plus tard dans la vidéo, mais voilà, tout ce que je peux dire en avis général des Trois Mousquetaires, première partie d'Artagnan. L'esprit d'Alexandre Dumas est réussi, et ce dernier, il serait content de voir un aussi beau film de son chef-d'œuvre. Alors, le scénario des Trois Mousquetaires. Pour ceux qui ont lu le livre, il est finalement assez simple. Il est là. C'est un court livre qui se lit en 7, 8, 9 heures grand maximum. C'est l'histoire de 4 amis qui vont devoir croiser le fer justement pour éviter que la France ne sombre dans le chaos et le désarroi, au péril de la guerre de religion, avec notamment 2 grands ennemis pour nos camarades Aramis, Porthos, Athos et D'Artagnan, le cardinal de Richelieu et son agent double, triple, voire parfois sur certains aspects, Milady de Winter. Là, le scénario du film, c'est exactement ce thème-là, dans la mesure où, comme je le disais, il y a un respect de l'univers d'Alexandre Dumas et de ce livre, tout en y apportant des éléments scénaristiques qui lui sont étrangers. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est pourquoi on peut vraiment saluer du coup Mathieu Delaporte et Alexandre de la Paltière, qui sont les 2 scénaristes de ce film-là, et qui nous prévoient un scénario très intéressant. Et on le verra à la fin de la vidéo. La partie 1, elle est unique en son genre. Et elle n'a pas besoin forcément de la partie 2 du film qui sortira en novembre, je crois, ou décembre 2023, pour exister. Et ça, franchement, chapeau à eux. Petit aparté, mais toute chose égale par ailleurs, le livre d'Alexandre Dumas est inspiré de faits réels. Alors, bien évidemment, ça a une certaine limite, mais par exemple, la romance d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham, elle a véritablement eu lieu. Les diamants, les ferrets de la reine, ça a vraiment eu lieu. Mais Lady de Winter, on retrouve un personnage qui lui ressemble étrangement dans l'histoire. En revanche, là où le livre diffère totalement de l'histoire, c'est la relation entre le cardinal de Richelieu et le roi Louis XIII. Dans le film, vous comprenez qu'il y a des dissensions très fortes entre les deux, là où dans la réalité, il y avait un respect mutuel très fort entre ces 2 personnages. Si Louis XIII gouvernait, le véritable maître de la France, c'était le cardinal de Richelieu. Et pourtant, le roi Louis XIII ne lui en tenait pas rigueur, bien au contraire, il avait toute sa confiance. La réalisation du film. Alors globalement, je la trouve excellente. Le premier point que je noterai, c'est l'utilisation de la caméra. Elle est extraordinaire parce que, comme je le disais par exemple pour Shazam, la caméra ne prend aucun risque. Là, bien au contraire, dans Les Trois Mousquetaires, vous avez une caméra qui prend des risques. Vous avez des plans larges, vous avez des plans qui sont parfois au contraire à une proximité quasi psychédélique en fait des acteurs, des personnages. Au contraire, parfois vous avez des plans séquences, et c'est ce qui m'a véritablement plu parce que là, on est vraiment dans ce que le cinéma français a de meilleur. Et en plus de ça, en plus des plans séquences, vous avez une utilisation quasi brutale de la caméra. C'est-à-dire que les personnages se déplaçant très vite et parfois dans des lieux très clos, eh bien la caméra se déplacera à grande vitesse et également de manière très très close, de manière à renforcer le sentiment quasi d'appartenance du spectateur à ce film. Il y a un sentiment en fait extrêmement fort dans ce film d'immersion. Et ça, franchement, il faut le saluer parce que le travail de la caméra est excellent. Et pour faire une petite aparté avec John Wick, mais il y a certaines scènes, je vous assure, c'était John Wick au XVIIe siècle. Fin de l'aparté. Deuxième point dans la réalisation, l'ambiance historique. Elle est véritablement réussie dans la mesure où ça transpire le XVIIe siècle français. Que ce soit au niveau des décors, bien évidemment, au niveau des tenues qu'abordent certains personnages, au niveau du langage également, l'architecture des bâtiments qui sont utilisés pour représenter Paris, ou au contraire parfois vous naviguez bien évidemment un petit peu en Angleterre. C'est ça que je trouve extraordinaire avec ce film, ça respire, ça transpire vraiment le XVIIe siècle. Et du point de vue de l'ambiance, en plus de la musique, on y reviendra, c'est totalement réussi du coup.
En effet, pour revenir, mais très brièvement sur la musique, elle ne se débarque pas forcément dans le sens où c'est une bande originale absolument incroyable et qui va tout casser, hein, à l'image d'une Ramin Djawidi ou d'une Hans Zimmer ou n'importe quoi, n'importe qui, pardon. Mais elle accompagne parfaitement le sentiment d'appartenir au XVIIe dans ce film, au XVIIe siècle. Et ça, pour le coup, c'est très réussi. Elle ne va pas se démarquer par des grands moments, sauf peut-être un, mais elle, elle brillera justement par sa continuité dans le film et sa manière d'accompagner les images. Et au contraire, elles se font extrêmement bien dans le décor et nous plongent dans cette ambiance du XVIIe siècle. Au top. Un autre point important de la réalisation, la durée du film. 2 heures de film, on pourrait penser que ça peut être long dans la mesure où il y a 2 films qui sont attendus du coup pour cette saga Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady en décembre. Pas du tout. Il y a énormément d'informations dans ce film. Ça passe très très vite, mais surtout ça passe bien. Il est difficile de s'y ennuyer. Personnellement, avec les personnes avec qui j'y étais, on n'a pas vu le temps passer. Beaucoup d'actions qui se passent, beaucoup d'événements à ingurgiter, beaucoup d'éléments qui sont très importants dans l'histoire des mousquetaires que nous présentent du coup les scénaristes et le réalisateur. Mais ces 2 heures, elles passent magiquement vite. Et ça, c'est super. C'est ce qui rend dans cette réalisation du film un arc narratif qui est tout sauf expéditif. Il est rapide, mais certainement pas expéditif. Le spectateur, il a le temps de s'approprier ce que lui présentent les scénaristes et le réalisateur, et vous ressortez de là, après 2 heures de film, en vous disant Wow. déjà en plus, j'ai vu un bon film, mais en termes d'informations et de ce qui m'a été proposé, pour à peine quelques poignées d'euros, eh bien, on en sort un petit peu satisfait. Et ça, c'est très rare pour un film, déjà français, malheureusement, il faut le dire, mais en plus de ça, de cette puissance-là. Vous avez vraiment un film de qualité hollywoodienne, et ça fait plaisir, tout en étant français. Cocorico. Alors, les personnages principaux, pour s'intéresser, se faire un petit focus sur eux. Donc, Vincent Cassel, Athos, Romain Duris, excellent en Aramis, et Pio Marmet en Porthos. Et bien évidemment, le quatrième personnage, pas vraiment mousquetaire, mais peut-être qu'il le deviendra, sait-on jamais. François Civil, personnellement, je l'avais découvert notamment dans Le Chant du Loup, extraordinaire en Oreille d'Or. Alors ces personnages, c'est vraiment super parce que ils sont bien construits, ils ont leur personnalité qui est propre, vous avez le temps de les découvrir, vous avez un peu comme dans le livre un focus qui leur est réservé pour justement comprendre qui ils sont, un peu d'où ils viennent, dans quel état d'esprit ils se présentent et surtout quel va être leur rôle dans le film et dans l'histoire, dans l'intrigue des Trois Mousquetaires. C'est très intéressant parce qu'on retrouve, et c'est ça que moi j'ai adoré dans le film, on retrouve encore une fois la patte d'Alexandre Dumas dans ce film-là, dans la mesure où la personnalité des 4 personnages colle vraiment à celle que l'on peut se faire lorsqu'on lit le livre Les Trois Mousquetaires. Effectivement, voilà, je m'étais noté ça, mais le film Les Trois Mousquetaires, c'est vraiment l'héroïsme de D'Artagnan, la lassitude face au monde d'Athos, la force de Porthos et le côté un petit peu dandy d'Aramis. Petite mention spéciale à Vincent Cassel et Romain Duris, en respectivement Athos et Aramis, je les trouve absolument parfaits. Nos 2 autres camarades également, mais ceux-là, je les trouve vraiment parfaits. Romain Duris, c'est l'arnaqueur, le rôle d'Aramis lui était parfaitement trouvé. Bref, mais voilà, c'est exactement ça que vous pouvez ressentir en regardant ce film. À la fin du film, vous avez connu ces 4 personnages et vous avez véritablement vécu une aventure avec eux. Et ça, c'est très plaisant. Mention également spéciale pour les personnages secondaires, quand bien même ils ont un rôle extrêmement important dans l'intrigue du film. On pense bien évidemment au cardinal de Richelieu, donc qui est joué par Éric Ruff. Il est bien ce cardinal de Richelieu parce qu'il colle au livre. Il est politicien, il est intriguant, on voit que c'est quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles, qui est tout sauf un simple valet du roi, bien au contraire. Comme je le disais dans la vraie vie, d'une manière historique et comme dans le film, comme dans le livre d'ailleurs, c'est bien lui qui tient les rênes de la France. Celui qui gouverne, c'est Louis XIII, mais celui qui véritablement administre et crée la France dans ce qu'elle a de plus moderne et qu'on retrouvera aujourd'hui beaucoup, c'est lui, c'est le cardinal de Richelieu. Et ce qui est très intéressant, on y vient bien évidemment, c'est sa relation avec le personnage Louis XIII, donc joué par Louis Garrel. Louis Garrel, c'est assez marrant parce que c'est un acteur qui est sûr de lui, et là il joue un rôle dans lequel son personnage n'exprime quasiment aucune certitude. C'est quelqu'un, comme il est présenté dans le livre, Louis XIII, c'est quelqu'un d'assez faible, qui cherche ses mots, qui est aisément manipulable, qui parfois a des excès effectivement de certitude,
alors qu'au contraire, elles sont juste motivées parce qu'en fait, il ne maîtrise pas la situation. Donc il peut prendre des décisions qui sont motivées du coup par la rapidité de devoir décider, alors que c'est pas quelqu'un qui a forcément la sagesse. En contradiction bien sûr totale avec le véritable Louis XIII, le père de Louis XIV, tel que on peut le connaître dans les livres d'histoire. Tout ça pour dire quoi? La relation entre le cardinal de Richelieu et Louis XIII, elle est extrêmement bien réussie. Deux personnalités complètement antagonistes, mais le fait est que ça marche complètement. Mention spéciale également pour la reine Anne d'Autriche, un des personnages centraux quand même de l'univers, quand bien même ça reste un personnage secondaire. Donc elle est jouée par Vicky Krieps. Elle incarne véritablement ce que c'est que la royauté. Elle est forte, elle est royale. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme et qui malheureusement a parfois du mal à exister en tant que reine. Parce que malheureusement, à cette époque-là, elle n'est pas née homme, elle est née femme. Donc elle est reine, certes, mais celui qui gouverne, c'est bien Louis XIII. Et dans cette figure-là de cette femme de roi, dans cette qualité de reine, cette actrice est extraordinaire. Elle représente, encore une fois, l'image que l'on peut se faire du personnage dans le livre Les Trois Mousquetaires. Donc mention spéciale pour elle. Enfin, et qui serais-je si je ne citais pas et que je ne ferais pas une absolue révérence à Eva Green, si je ne saluais pas sa manière d'interpréter Milady de Winter, donc l'agent, on va dire l'espionne, du cardinal de Richelieu. C'est une actrice que j'affectionne tout particulièrement, je la trouve d'une grandeur absolument implacable, elle véhicule des émotions qui sont fortes. Là dans le film, on la découvre bien évidemment, puisque c'est quand même l'objet de tout cet univers des Trois Mousquetaires et des livres qu'a pu faire un petit peu après Alexandre Dumas. Mais le fait est qu'on va surtout la découvrir dans la partie 2, ça n'est pas un spoil, hein. Partie 1 d'Artagnan, partie 2 Milady. Bref, dans ce que on peut voir de cette partie 1 de Milady de Winter, incarnée par l'excellente Eva Green, c'est absolument parfait. C'est le personnage machiavélique par excellence qui justement arrive à manipuler les gens, tout ça au service, comme elle le dit, de la France, pour le cardinal de Richelieu. Car il ne faut pas l'oublier, comme je le disais tout à l'heure, le véritable maître de la France à l'époque, c'est Louis XIII, donc lapsus révélateur, c'est le cardinal de Richelieu. Donc servir Richelieu, c'est véritablement servir la France. Petite partie spécifiquement dédiée à l'humour, pourquoi? Les Trois Mousquetaires, quand vous lisez ce livre, il n'y a pas une seule page où vous n'avez pas quasiment une occasion de rigoler. Il y a énormément dans l'humour d'Alexandre Dumas, et on pouvait déjà le voir un petit peu, ne serait-ce que dans la bande-annonce, où le réalisateur avait fait le choix justement de montrer dans la bande-annonce des éléments qui sont parfaitement tirés du livre, c'est parfois au mot près, quasiment, mais le fait est que ce sont des moments qui sont à chaque fois un petit peu drôles. La manière dont D'Artagnan va rencontrer Athos, Porthos et Aramis, la manière dont chacun va vivre un petit peu sa propre aventure de son côté, puis se retrouver. Bref, si vous avez lu le livre, ou alors si vous ne l'avez pas lu, vous allez voir, ou vous avez vu, il y a beaucoup d'humour. Et là, pour le coup, c'est ce que je reproche à beaucoup de films, qu'ils soient français ou hollywoodiens. Là, bien au contraire, l'humour est parfaitement dosé et il accompagne excellemment bien ce qu'on attend du film. Contrairement à d'autres qui justement se noient dans un humour potache et bête et imbécile, où l'obligation du réalisateur et du producteur c'est de faire rire pour justement plaire. Là, pas du tout. On ne fait pas rire pour plaire, on fait rire parce que ça colle à l'esprit d'Alexandre Dumas et parce que ça fait du bien. C'est un film qui est bien évidemment lourd de sens sur plein d'aspects, mais sur plein d'autres aspects, c'est un film qui est assez léger. Donc de ce point de vue-là, on peut saluer l'humour qui a été choisi du coup par le réalisateur et les scénaristes. Ça colle au livre et ça rend super bien la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la partie 2 du film Les Trois Mousquetaires Milady? C'est toujours sans spoil. C'est juste pour saluer quoi? C'est vraiment pour saluer le fait que cette partie 1, je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, mais elle existe sans pour autant être dépendante de la partie 2, Les Trois Mousquetaires Milady. Je m'explique. À la fin du film, il s'est passé 2 heures. 2 heures, c'est long. Mais comme je vous l'ai dit, il s'est passé énormément de choses. Et donc, du coup, on a énormément d'éléments, mais on a quand même une résolution de l'intrigue de la première partie des Trois Mousquetaires. Ça n'est pas un film comme beaucoup d'autres qui ont vocation à se construire uniquement par rapport aux autres qui vont le suivre. C'est très intéressant parce que on a vu un film à part entière et pourtant dans sa continuité il y aura bien du coup une deuxième partie qui va peut-être sûrement l'enchaîner quasiment juste après les événements de la première partie. Et pourtant on a bien un film qui finit.
Ça fait plaisir parce qu'il y a trop de films qui justement ne finissent pas et donc on se dit ah bah purée, vivement la partie 2 parce que là j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Là, pas forcément. Bien évidemment, on a envie de connaître la suite de cette grande histoire, mais en tout cas, cette première partie de l'histoire, telle qu'elle nous est présentée à travers D'Artagnan, elle est réussie et puis surtout, elle est close. Et ça, c'est chouette. Enfin, pour finir cette petite vidéo, petit aparté, mais le fait est que il est prévu en 2024 que soit adapté par les mêmes scénaristes du film, enfin des deux films Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady, le comte de Monte Cristo avec en Edmond Dantès, donc le comte de Monte Cristo, Pierre Ninet. C'est juste un petit parallèle, pourquoi? Parce que bien évidemment c'est les mêmes auteurs et en plus de ça ce seront les mêmes scénaristes. Ça fait plaisir parce que le comte de Monte Cristo est un film absolument majestueux et on a à cœur de le voir adapté, pas pour la première fois bien sûr, mais d'une manière aussi qualitative que ce qu'on peut espérer du coup au regard de cette première partie des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Bref, ça présage beaucoup de bonnes choses pour le futur du cinéma français, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, hein. N'oubliez pas que c'est vous qui la faites vivre. Comme d'habitude, je suis présent sur TikTok et sur Facebook. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu, comme si vous ne l'avez pas vu. Si vous êtes par exemple juste un amateur du livre, en commentaire, ça me fera toujours plaisir de pouvoir vous répondre en direct. Comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle critique ciné, série, TV en direct sur All You Can Watch. Donc en attendant, comme dirait l'autre, prenez soin de vous. Salut les Watchers!